Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Seul contre tous, le deuxième thème est toujours la même possibilité d'intervenir si vous en avez envie, si ce sujet vous concerne, si vous êtes sensibilisé par les thèmes choisis dans Seul contre tous. Il y a évidemment internet sudradio.fr et puis il y a le numéro de téléphone 0826 300 300. On va revenir sur cette prouesse médicale en tout cas, et puisque les parents sont heureux et petit bébé se porte bien. Un papa, deux mamans, et vous le dites, c'est super. Et oui, un papa, deux mamans, c'est super, c'est un exploit médical, un exploit de la science. Un couple qui avait perdu 2 enfants par une maladie génétique a pu avoir un enfant sain, un enfant qui se porte comme un cœur, un enfant mignon tout plein comme on dit. Alors je dis un papa, deux mamans, c'est super. On a mélangé 2 ovules, l'ovule de la mère duquel on avait retiré les gènes qui posaient problème, pour transférer les gènes corrects de l'ovule d'une autre femme. On a fécondé avec le sperme du mari et ça a permis de donner naissance à un enfant dont la vie ne sera pas mise en jeu. Alors je dis un papa, deux mamans, c'est super. Cela ouvre des tonnes de possibilités pour faire des choses encore plus extraordinaires, tant dans la lutte contre les risques de naissance avec des maladies génétiques que pour l'étude de celle-ci, parce qu'il faut bien aussi étudier. Un papa, deux mamans, c'est super. Face à moi, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, et Blanche Streb, directrice des études de l'Alliance Vita, mouvement pro-vie et militant principalement contre l'avortement et l'euthanasie. Ludovine de la Rochère, bonjour. Bonjour. Vous, je crois que c'est un papa, une maman, c'est super, donc un papa, deux mamans, pour vous, c'est pas super. Alors ça pose quelques problèmes extrêmement importants et d'ailleurs c'est intéressant, vous parliez de prouesse médicale, en tout cas c'est une prouesse c'est comme une sacrée technique. Prouesse technique et médicale. C'est une prouesse technique. Et médicale. La médecine, vous savez, elle est là pour réparer, elle n'est pas forcément là pour augmenter. C'est toute la question de la logique transhumaniste, toutes les possibilités techniques qui en viennent à complètement transformer, redéfinir l'homme, en tout cas pas à pas. On n'y est pas encore tout à fait, mais vous voyez, c'est potentiellement une étape. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que est-ce un progrès pour l'humanité ? C'est la question qui se pose, la question grave qui se pose pour nous. Peut-on estimer que tout ce que la technique peut faire est souhaitable à moyen, long terme pour notre humanité ? La question, elle est là. Blanche Streb, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors pour vous, un papa de maman, c'est pas super. Je parie aussi, vous, comme je suis seul contre tous, vous devez être sur la même ligne que Ludovine de la Rochère. Oui, absolument. Je vais compléter. Je suis bien sûr d'accord avec ce que vient de dire Ludovine de la Rochère. Par rapport à cette notion d'exploit, de prouesse que vous utilisez, alors moi, le pharmacien que je suis, si vraiment c'était un exploit médical, j'applaudirais. Non, dès demain, je me permettez-moi de dire, vous n'êtes pas pharmacien, Pardon ? vous êtes pharmacienne. Oui, alors j'aime bien dire pharmacien, on a encore le droit. Oui, non, parce qu'il faut plus féminiser les noms, c'est moi qui vous reprends dans ce domaine. Vous voyez, là, le débat commence mal pour vous. Donc cette question d'exploit, écoutez, moi je vois pas tout à fait les choses comme ça. Et si vraiment c'était un exploit, je pense que le scientifique, le biologiste américain qui est à l'origine de cela ne serait pas allé se cacher au Mexique dans l'ombre d'un laboratoire, dans le secret le plus total pour réaliser cette technique totalement controversée. D'autre part, c'est vrai, on nous a mis devant le bébé accompli, devant le fait accompli. On nous dit que cet enfant va bien et moi franchement, je l'espère vraiment. Hein. Mais d'abord, on n'en sait rien parce que vous avez expliqué la technique, mais on ne sait pas si vraiment des mitochondries, puisqu'il s'agit de ça, sont passées ou pas dans l'embryon à l'origine de cet enfant. On ne sait pas si vraiment il va être toute sa vie en bonne santé. Il y a quand même beaucoup d'inconnus. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été faites du même type chez l'animal et pardonnez-moi, ces animaux ne se sont pas développés normalement, n'ont pas grandi normalement et ont eu une espérance de vie beaucoup plus courte que la normale. Ce que je veux dire par là, c'est que le bébé se porte bien. Attention, c'est quand même un bébé qui est un cobaye non consentant, ce qui pose d'énormes questions aussi, bien sûr. Un bébé n'est jamais consentant. Hein. Un bébé n'est jamais consentant. On n'a jamais demandé à venir au monde. Mais donc peut-on utiliser un bébé comme un cobaye ? Eh bien moi, je n'en suis pas du tout convaincu, loin s'en faut. Et il se porte bien, c'est vite dit. Attendons un peu de voir et j'espère que ce sera le cas, ce n'est pas sûr. Alors, on va reconceptualiser. Le bébé, c'est un garçon, c'est le fils d'un couple de Jordaniens qui avait déjà eu 2 petites filles, décédées l'une à l'âge de 6 ans et
et l'autre à l'âge de 8 mois d'une maladie qui s'appelle le syndrome de Leigh, L-E-I-G-H, excusez-moi la prononciation, une maladie liée à un dysfonctionnement, comme le disait Blanche Streb, des mitochondries. Et là, alors, on est arrivé en mélangeant ces deux ovules à faire un enfant qui est né, qui est en bonne santé, et surtout, chose quand même, parce que la chose la pire qui puisse arriver dans la vie, c'est de perdre un enfant. Ses parents, ils ont perdu 2 enfants, un de 8 mois, un de 6 ans. Là, ils ont un gamin qui, a priori, devrait pouvoir vivre. C'est quand même merveilleux. Excusez-moi, chez l'animal, où justement on a mené ce genre d'expérience... Mais là, on n'est pas dans l'animal, on est sur l'humain. Non, mais l'homme est un animal doué de raison et être de relation, mais enfin, il se trouve qu'il est vous connaissez la philosophie. Animal. Voilà. Et donc, il se trouve que chez l'animal, quand on a tenté l'expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait malgré tout des mitochondries de la mère, celle qui voulait mener cette opération avec son conjoint, qui étaient passées, et lesquelles mitochondries peuvent en fait se développer et dominer les autres. Donc rien n'est certain. Donc on fait une expérience stupéfiante, c'est une expérience. L'enfant est un cobaye complètement et avec des risques majeurs. Cela étant dit, mettons que l'expérience, si je puis dire, soit réussie, soit concluante. Elle pose de toute façon, et c'est bien notre question, je pense, des questions humaine, éthique, majeure. Et c'est aussi bien sûr la question, encore une fois, la science, toute prouesse technique, scientifique, doit-elle être mise en œuvre? Blanche Streb, vous qui êtes pharmacienne, permettez-moi de le rappeler. Allez-y, je vous en prie. Vous avez entendu, c'est quand même extraordinaire. Ils ont perdu 2 enfants, 6 ans, 8 mois, ce qui est un drame. Perdre un enfant et là en perdre 2, c'est pire que tout. On leur permet d'avoir un enfant qui est a priori, alors c'est sûr que peut-être qu'il ne vivra pas longtemps, mais qui est en bonne santé, c'est quand même merveilleux. A priori aussi, oui, en rien effet, n'est certain pour le moment. Il se porte très bien. Non, oui, en effet, je suis d'accord. Il a quelques mois à peine, quelques semaines. Attendons de voir la suite. Encore une fois, je vous le disais, quand cela a été fait chez l'animal, eh bien, en réalité, les mitochondries malades, qui étaient en fait quand même présentes, prenaient le dessus sur les autres. Blanche Streb. Oui, je suis d'accord avec vous. Perdre un enfant, c'est dramatique, et se savoir prédisposer là, ils en ont perdu à transmettre, 2 en plus, oui, et se savoir prédisposer à transmettre une pathologie à ses enfants, je pense, c'est un drame très important. Et dans les services d'écoute d'Alliance Vita, nous sommes confrontés à des personnes qui vivent ce drame ou qui vivent la stérilité aussi, tout simplement. Mais je crois que là est mise en avant une arme compassionnelle, mais vraiment une arme qui veut anesthésier en fait la réflexion, anesthésier le raisonnement. L'enfant est, voilà, effectivement, on se réjouit pour ses parents, mais il sert d'alibi en fait du coup pour lui-même justifier cette transgression majeure. Moi, ce que j'appelle presque un scandale en fait, il est mis en avant pour justifier cette mise en œuvre qui vraiment sort des clous, je pense, d'un point de vue éthique. Et c'est vrai, donc on ne sait pas encore comment va se développer cet enfant donc pour par vous, rapport ses à ces parents n'avaient pas le mitochondries, droit mais d'avoir aussi un enfant. il y a aussi énormément d'inconnus dans la génétique. On est aujourd'hui à l'aube de la découverte de la génétique. On n'est pas juste, vous savez, un simple code-barre génétique. C'est bien plus complexe que ça. On est à l'aube de découvrir tout ce qui concerne l'épigénétique. Et aujourd'hui, on a très peu de connaissances, en fait, des interactions possibles entre ce 1% d'ADN mitochondrial qui vient d'une autre femme et le 99% d'ADN de sa maman. Et ce 1% est quand même suffisamment important. Il n'est pas anodin puisqu'il a justifié de mettre en œuvre cette technique. Donc, effectivement, cet enfant pèse sur lui des inconnus biologiques, psychologiques, physiologiques extrêmement importantes. Et c'est Madame de la Rochère l'a dit, c'est un cobaye, mais c'est un cobaye à vie. Et j'ajouterais en plus quelque chose d'important, c'est qu'on parle d'essais sur les animaux, de tests, etc. Mais il faut voir aussi que un être humain a un génome absolument unique. Un être humain a un génome qui n'a jamais existé avant lui, n'existera jamais après. C'est le cas pour vous, pour moi. On a tous un ADN unique. Donc, quel test on va nous mettre en œuvre? Sauf 2 vrais jumeaux qui ont exactement le même. Absolument, absolument. Mais même avec l'épigénétique, ils se développent assez différemment finalement quand ils ont une vie dans des environnements différents. Mais ce que je voulais dire, c'est que on ne fera jamais un test qui permettra à l'avance de dire qu'un enfant fabriqué comme ça n'aura pas de séquelles. C'est totalement impossible, c'est un mensonge. Et donc tous ces bricolages, il y a d'autres techniques. Nous, avec Alliance Vita, on a beaucoup travaillé sur la modification du génome d'embryons humains, parce que vous savez, il y a d'autres techniques qui arrivent, le CRISPR-Cas9 dans les laboratoires. Oui, bien sûr, c'est une technique très simple et pas cher, et aujourd'hui qu'on peut mettre en œuvre dans tous les laboratoires et qui permet d'aller modifier le génome d'un embryon humain ou de toute cellule. Il y a des débats au niveau international sur cette question parce qu'en fait c'est la question du bébé à la carte.
Je vais vous poser Oui. une question à toutes les deux, tiens. Oui. Regardez, vous dites par exemple qu'avec cette nouvelle comment ça s'appelle ? CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, c'est un peu compliqué, Voilà. excusez-moi. On peut aller modifier le gène d'un embryon. Moi, je trouve ça Absolument. extraordinaire. Vous avez un embryon qui est porteur de la mucoviscidose. Vous Oui, allez alors- le modifier, au lieu de vivre 20 ou 25 ans, il va vivre 80 ans. C'est merveilleux. Alors, il faut bien voir que là aussi, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ce type de maladie, on les détecte d'autres manières et je pense pas que ce serait ce type de maladie qui serait visé. Mais en tout cas, derrière tout ça, il y a la question fondamentale à se poser ce matin, je crois, c'est celle de l'eugénisme. Nous avons, vous le savez, beaucoup de choses qui sont déjà de l'ordre de l'eugénisme négatif, c'est-à-dire on élimine les faibles et les fragiles. Et là, nous rentrons dans l'ère de l'eugénisme positif, c'est-à-dire un eugénisme qui va aller cibler quels critères on peut donner à un enfant ou pas. Et là, mais vraiment, où va-t-on ? Parce que nous-mêmes, vous et moi, Philippe David, on n'est pas des génomes parfaits, on a sans doute pas mal d'anomalités. Est-ce qu'on aurait Je vous passé laisse ce responsable de tamis ? vos propos vous concernant. Je ne vous permets pas me concernant. Est-ce qu'on aurait... Non, mais la question à se poser, c'est est-ce que nous aurions passé le tamis génétique qu'on nous propose pour demain ? Eh bien, j'en doute, en fait. Nous sommes tous génétiquement imparfaits et uniques, et c'est ça qui fait de nous des êtres étonnants, je crois, et en tout cas, nous avons le droit de vivre, je crois. On va avoir quelques réactions, ça c'est sûr. Le numéro de téléphone pour nous joindre 0826 300 300 sudradio.fr et la première tendance qui est assez étonnante puisqu'on n'arrive pas à départager. Non, c'est 50-50. 50-50, un papa, deux mamans, c'est super. C'est la position que vous prenez par rapport à cette avancée médicale. C'est pour ça que je suis encore pas tout à fait majoritaire. Pour l'instant, on reste là-dessus. 50-50 et on continue à en débattre dans une seconde. À tout de suite. Sud Radio, Seul contre tous. 9h-11h, Philippe David. Quelques réactions 0826 300 300 sudradio.fr. Réaction disant moi je dis bravo à cette performance. Moi je lis bien entendu. Bravo à cette performance médicale. Un papa deux mamans c'est super. C'est une technique extraordinaire. On use évidemment de cette technique et ça va permettre à des parents de pouvoir enfin vivre normalement et décemment avec un petit bébé, un petit garçon qui se porte bien. Justement, Blanche Streb, qui est directrice des études d'Alliance Vita, a mis le doigt où ça fait mal. C'est souvent le principe dans l'émission. Et je vais vous poser d'abord la question à vous, Ludovine de La Rochère. Ces parents, ils ont eu 2 enfants. Les 2 enfants sont morts du syndrome de Leigh. Est-ce que vous pensez pas que c'est merveilleux qu'ils aient pu avoir un enfant en ayant beaucoup moins de crainte que ce gamin meure, plutôt que tenter d'en avoir un 3e qui serait peut-être mort dans les mêmes circonstances que ses 2 frères et sœurs? Et on ne sait encore pas du tout si ce petit garçon mourra lui-même dans les mêmes circonstances. Mais ce que je veux vous dire... Mais par contre, pour les parents, est-ce que vous trouvez pas que faire un enfant après en avoir perdu 2, c'était un peu la roulette russe? Écoutez, moi je pense que y a de quoi s'interroger de manière très très lourde, très grave. Est-ce que réellement ces parents prévoient et réfléchissent en fonction de l'enfant ou en fonction d'eux-mêmes? Cet enfant a 3 parents. Comment le vivra-t-il? Que se passera-t-il? Et sans revenir sur la question de la santé, dont rien ne dit à ce jour qu'il s'en sortira mieux que ses aînés. Mais je vous demande de vous mettre à la place de ses parents. Vous avez perdu 2 enfants, on vous propose une technique médicale qui peut-être... C'est infiniment difficile. Alors d'abord, il y a aussi un certain nombre de personnes aujourd'hui qui font tester leurs enfants. Ça s'appelle le diagnostic prénatal, qui font tester leurs enfants et pour qui la trisomie 21, etc. Non, qui font tester leurs enfants quand ils ont une maladie très très grave et ils éliminent ceux qui ont embryons, donc qui ont la maladie, et on réimplante ceux qui n'ont pas la maladie. Toutes ces techniques, elles conduisent, comme le disait d'ailleurs Blanche Streb, à une pratique eugéniste, à la fois individuelle et collective, et ça pose des questions extrêmement importantes pour notre humanité. Comment considérons-nous l'être humain aujourd'hui? Mais surtout, je voudrais réfléchir un petit peu avec vous à l'avenir. On est là pour réfléchir. L'avenir. Ça veut dire en fait qu'on admet de faire toutes les formules possibles et imaginables, de faire des bébés de synthèse. On est absolument à l'encontre de la nature, de la biologie, de l'écologie dont on nous parle tant. Quand c'est pour l'être humain, rien n'a aucune importance, rien ne compte. On fait tout et n'importe quoi. On oublie complètement les conséquences. Et on nous dit, c'est pour l'enfant. Non, c'est pour répondre à un désir bien légitime, à un désir personnel. Et moi, je pense qu'on ne s'intéresse pas véritablement à l'enfant. Et toute la question, elle est là, et l'avenir de l'enfant. Et au-delà, l'humanité. Vous n'avez pas l'humanité. répondu à ma question. Si vous mettez-vous à la place de ses parents, est-ce que vous n'auriez pas été tenté de dire oui
après avoir perdu 2 enfants, si on vous avait proposé une technique qui vous permettait d'en avoir un autre qui aurait de très bonnes chances de survie. Vous voyez bien je n'aurais jamais été capable, pardonnez-moi, c'est terrible d'avoir perdu 2 enfants, évidemment. Mais pour ma part, je n'aurais pas été capable de transgresser à ce point-là. D'ailleurs, on voit, ils ont parcouru le monde entier, ils sont allés à la recherche, ils ont contourné les lois, etc. Parce qu'ils sont jordaniens. Parce que c'est interdit aux États-Unis. Vous ne l'avez pas dit. Non. Alors, j'allais le dire, c'était plus tard dans le conducteur de l'émission. C'est interdit aux États-Unis parce qu'il y a eu tellement de conséquences graves et délétères sur ce genre d'expérience que c'est absolument interdit aux États-Unis. Ludovine de la Rochère, ils ont pris des risques J'ai immenses. posé la même question à Blanche Trèbe. Vous n'auriez pas tenté ce type de fécondation? Non, je n'aurais pas tenté ce type de fécondation. Et après avoir perdu 2 enfants, auriez-vous tenté d'en avoir un 3e? Peut-être pas. Et la question, elle est là, dès lors qu'on est confronté, malheureusement ça arrive à beaucoup d'entre nous, c'est une chose répandue. Ce sont des choix cornéliens et ce sont de souffrances immenses. Mais parfois, je crois véritablement que nous devons savoir poser des limites, que ce soit personnelles ou collectives. Si nous ne posons aucune limite, demain, nous aurons des enfants, par exemple. Nous aurons des enfants dont on va développer considérablement le QI par des manipulations génétiques. Je m'explique. Aux États-Unis, ça va faire une baisse de candidats pour aller dans les émissions de télé-réalité. Aux États-Unis, quand on demande à la population, quand on fait des enquêtes, est-ce que vous seriez d'accord pour faire un traitement génétique, pour intervenir sur la génétique, pour que votre enfant soit plus intelligent, 35% des Américains répondent oui, je suis d'accord. Mais là, je veux dire, je suis rigoureusement contre. Dans ce cadre-là, je suis rigoureusement contre. Mais c'est la suite, c'est la même chose. 35% des Américains répondent oui. Ça veut dire quoi? Si 35% des Américains, le jour où ça sera possible, le font, eh bien, tous les autres seront obligés de le faire. Autrement dit, les techniques, sous de bons prétextes au départ, conduisent à des dérives et vont conduire à des dérives immenses. C'est pour ça que je parle de transhumanisme. Je reviens en arrière. La PMA. La PMA, procréation médicalement assistée. Pour les couples stériles, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, nous avons des couples de lesbiennes ou des femmes célibataires qui revendiquent le droit à la PMA, c'est-à-dire à concevoir des enfants orphelins de père. À chaque technique médicale est ensuite utilisée pour toutes sortes de désirs tout à fait compréhensible. Mais ça, on va en parler un peu plus tard de la PMA si on a le temps d'en parler. Parce que là, on est plus sur un sujet génétique. C'est la même chose. Pardonnez-moi, c'est la même chose. On part d'une souffrance et d'un désir qui est tout à fait compréhensible et entendable. De là, on accepte une technique avec toutes les suites qui sont à peu près inéluctables dès lors qu'on n'est pas capable de poser suffisamment tôt des limites en réfléchissant à moyen et à long terme aux conséquences. Et évidemment, beaucoup de réactions sur sudradio.fr sur l'éthique dont vous parlez depuis tout à l'heure. Et il y a une question, pour résumer ce qui est dit sur sudradio.fr, c'est de dire mais qu'est-ce que font ces gens? Qu'est-ce que font ces parents? Ils restent dans le drame, dans le malheur, dans la souffrance de ne pas avoir d'enfants? Est-ce que le fait d'être systématiquement contre toutes les avancées scientifiques et le progrès scientifique, est-ce que ça va permettre... Mais pardonnez-moi, je ne suis pas du tout contre toutes les avancées scientifiques. Il y a plein d'avancées et plein des progrès. Quelle alternative vous proposez à ces parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou tout du moins qui peuvent avoir des enfants avec le risque de le perdre une troisième fois? La science est capable de faire des avancées remarquables et qui ne posent pas ces difficultés éthiques et humaines. Attention, ce que je dis, c'est centré sur la personne elle-même, sur l'enfant, sur l'humain, sur son avenir, sur son psychisme, etc. La science est capable. Moi, j'ai confiance dans la science. Il y a des progrès remarquables chaque jour dont on ne peut que se féliciter. Il y en aura dans ce domaine-là comme dans les autres. Il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ça, c'est une dérive qu'on ne peut de la pas science. franchir. Ça, c'est une mauvaise utilisation de la science. Un bébé avec 3 parents, c'est une aberration et nous le savons tous. D'ailleurs, ce sujet, cette naissance, qui d'ailleurs n'a pas été éprouvée, la question se pose de savoir si c'est pas un coup de publicité. Il n'y a pas encore eu de publication scientifique et officielle. Mettons que ce soit le cas. Eh bien, moi, je pense que c'est une mauvaise manière de traiter et de résoudre un très grave problème et très malheureux problème de santé qui concerne certains couples. Sudradio.fr 0826 300 300, revenons dans un instant. Sud Radio, Seul contre tous. 9h-11h, Philippe David. Et on l'a appris donc effectivement il y a quelques jours, ce petit garçon a donc aujourd'hui 2 mamans et un papa. Il vient de naître, il est pour l'instant, je mets des gros guillemets parce qu'on a bien entendu que nos intervenantes souhaitaient mettre de gros guillemets sur sa santé, mais pour l'instant il est en bonne santé. Pour l'instant, et pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Oui. Blanche Streb, je vous posais les mêmes questions qu'à Ludovine de la Rochère. Vous auriez été à la place de ses parents, vous auriez perdu 2 enfants. Est-ce que vous auriez tenté le coup, vous me passerez l'expression,
d'avoir un enfant par cette méthode? Bah écoutez, je me mets d'autant plus. Ludovine de la Rochère a dit non. Hein. Je me mets d'autant plus à la place voilà, de ses parents par cette question, parce que c'est pas l'objet d'un témoignage personnel, mais à titre personnel, j'ai vécu des choses à peu près similaires. Et donc, je vous parlais un peu de l'arme compassionnelle qu'on met avec ce fait divers pour faire avaler des transgressions majeures. Mais moi, je crois en fait que quelque part, ces parents sont un petit peu des victimes, elles aussi. C'est-à-dire qu'elles sont dans une grande souffrance, c'est évident. Et au lieu, je pense, d'être accompagnées, 2 enfants, on le rappelle. Bien sûr. Au lieu d'être, je crois, accompagnées, non seulement, bien sûr, pour le deuil de ces enfants, mais aussi pour le deuil de leur fécondité, pour avoir un enfant biologique, eh bien la science les a mis dans les mains d'apprentis sorciers. Et pour répondre à ce désir qui se fait totalitaire d'avoir un enfant, mais y a-t-il vraiment un droit à l'enfant, un droit opposable à l'enfant? Ça, je ne le crois pas, mais pour il y a répondre le droit à ce au logement désir opposable, ça existe. Par contre, c'est Christine Boutin qui l'a fait, faut-il le rappeler. Pour répondre à ce désir d'avoir un enfant biologique, eh bien qu'est-ce qu'on a fait? On leur a offert un enfant qui n'est pas biologique du tout. C'est-à-dire que c'est un enfant, on peut dire, issu d'un embryon transgénique. Voilà, un bébé OGM. Et voilà. Et tout à l'heure, Ludovine de la Rochère parlait des sondages aux États-Unis sur les QI, etc. Bien, nous, avec Alliance Vita, nous avons fait un sondage autour de la technique de CRISPR-Cas9 et autour de cette campagne que nous avons laissée Stop Bébé OGM. Eh bien, dans ce sondage, nous avons posé la question aux Français: est-ce que vous seriez d'accord de modifier votre propre embryon pour l'augmenter ou l'améliorer? Mais figurez-vous que quand même 78% des Français y sont opposés. Je crois que quand même là, il y a quelque chose d'intéressant de se dire que bien non, c'est pas si simple de faire avaler aux Français que avoir un enfant sur mesure, un bébé à la carte serait une si bonne chose, avoir un petit bébé OGM, avoir ça un n'a petit rien bébé. à voir. Mais alors attendez, et enfin, par rapport à la science qui va trop loin, je suis d'accord avec Madame de la Rochère. Il y a des interdits à donner, il y a des noms à dire. La science doit pouvoir dire non. En tout cas, la réglementation doit pouvoir dire non à certaines dérives scientifiques. Et dans ces cas-là, ça a été déjà observé par le passé. Quand on dit non, quand on met un interdit, eh bien c'est là que toute la créativité des scientifiques se déploie. C'est là qu'on trouve d'autres solutions, et c'est là qu'on peut déployer vraiment tout le, j'ai envie de dire, le miracle, en tout cas toute la force de la science, c'est d'aller vers le bien et vers ce qui améliore la qualité vraiment de vie des gens. On a bien compris que pour vous, vous auriez, comme Ludovine de la Rochère, pas tenté d'avoir un enfant avec cette méthode, allez, je vais dire un peu détournée. Par contre, en fait, à la place de ses parents, attendez, je vais vous poser la deuxième question, parce que là, vous êtes pour la première partie d'accord avec Ludovine de la Rochère. La deuxième partie, ses parents qui ont perdu déjà 2 enfants du syndrome de Leigh. Est-ce que vous auriez, si vous aviez été à leur place, tenté d'avoir un 3e enfant, tenter un coup, allez, de roulette russe? Mais en fait, ce bébé qu'il tente, c'est un peu un coup de roulette russe. C'est-à-dire qu'on l'a dit, les inconnus pèsent sur ce 3e enfant. Dans ce 3e enfant, et c'est là où je me dis que ses parents sont un petit peu des victimes, c'est que aujourd'hui ils ont dans leurs bras un enfant, mais il va avoir une épée de Damoclès toute sa vie sur sa tête. Ses parents vont être inquiets pour cet enfant. Je le crois vraiment, parce que on ne sait pas du tout comment il va pouvoir. On espère qu'il ira bien, évidemment, mais on ne sait pas comment il va se développer. Ses parents sont victimes, en fait. Ils vont vivre une 3e fois l'incertitude sur la santé de leur enfant. Je trouve que c'est injuste. Je trouve que c'est pas ce qu'on avait à leur offrir. Alors justement, Ludovine de la Rochère, vous êtes toutes les deux sur la même longueur d'onde, je suis donc bel et bien seul contre tous, mais c'est le principe de l'émission. Alors on revient sur ce mélange de 2 ovules en fait, où on retire les parties défectueuses de ceux de la mère pour mettre ceux d'une autre femme, mais l'embryon qui a été fécondé in vitro a été implanté dans l'utérus de la mère, c'est-à-dire de la femme du père. Oui, et est-ce que pour vous ça pose un problème de filiation? Qui est la mère? Je vous demande. C'est celle qui l'a porté et qui a donné son ovule. C'est d'autant plus une bonne question. C'est vraiment une bonne question, Philippe David, parce que vous savez que. Mais ma chère Blanc, j'ai toujours de bonnes questions. Vous pensez que. J'ai envie de vous dire que c'est une très bonne question, Philippe David. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en Angleterre, où cette technique de fécondation in vitro à 3 parents est autorisée, dans les débats qu'il y a eu et aujourd'hui dans la réglementation qui a été validée, on va dire, eh bien, la donneuse d'embryon. D'ovule, pardon, excusez-moi, la donneuse d'ovule, elle peut plus être considérée comme la mère. Donc en fait, il y a quelque part, effectivement, la preuve qu'il y a une sorte de brouillage un peu dans la filiation, où on demande à cette donneuse d'ovule, on lui dit vous aurez aucun droit sur cet enfant. Voilà, il y a quelque chose de complexe en fait aussi d'un point de vue éthique sur la filiation. C'est pour vous, un donc brouillage la mère des n'est cartes. Pas la mère. Alors,
Alors attendez. Pour vous, la mère n'est pas la mère, donc. Non, moi je dis, qui est la mère? Qui peut savoir et dire qui est la mère? L'enfant pourra-t-il se dire et savoir qui est sa mère? Sa mère, c'est celle qui l'a portée. Non. C'est celle qui l'a portée. Ça, Vous on le savez dit très pas bien pour la GPA. Je vais vous dire une chose. Non, mais attendez, je vais vous dire oui pour la GPA, c'est le contraire. Ça arrange chacun. Non, selon les mais familles. ça, c'est c'est ce que ça, je... dans le- Attendez, c'est Mais ce je que vais je dis jusqu'au pour la bout. GPA, soit dit en passant. Je vais jusqu'au bout. En principe, et d'une manière universelle, la mère, c'est celle qui est la mère génétique, c'est-à-dire que ce sont ses ovocytes, elle porte son enfant, elle le met au monde, elle l'accueille. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre toutes ces dimensions de l'histoire de l'enfant, cohérence qui va ensuite avec l'aspect psychique, social, culturel et donc biologique, génétique, etc. Je veux dire par là que cette harmonie, cette cohérence, elle est fondamentale pour l'enfant. Pour quelle raison? Parce que nous, êtres humains, nous ne sommes pas d'un côté biologique, de l'autre côté psychologique, social, culturel. Nous sommes tout cela de manière très entremêlée. Et j'ajoute que regardez les enfants orphelins. Les enfants orphelins sont adoptés par des parents aimants. Je pense que vous ne me contredirez pas. En Que général, oui. Que se passe-t-il? Ces enfants, dans l'immense majorité des cas, et jusqu'à la fin de leur jour, s'interrogent sur leur origine, leur identité, leur filiation, leur histoire. Il y a une question d'identité. C'est fondamental. Cet enfant qui a 3 parents, et puis demain, pourquoi pas 4? Et puis, pourquoi pas encore davantage? Eh bien, cet enfant, il se proposera très vraisemblablement, on peut vraiment le craindre, j'espère que je me trompe, mais on peut le craindre, il aura des questions d'identité très profondes. Et vous savez bien, par exemple, dans la vie de tous les jours, vous dites, tiens, il a vraiment l'expression, le sourire de sa mère, c'est extraordinaire. Ah, mais il a, je dis n'importe quoi, les beaux yeux de son père. Et il est, etc. Ce sont des petites choses de la vie de tous les jours qui ont une grande importance et qui fonde l'enfant et son origine. Et c'est une question que se posent beaucoup les enfants orphelins. Et là, à qui va-t-il ressembler? Mystère. Il faudra aussi poser la question de savoir quelle alternative on peut proposer à ses parents qui, évidemment, étaient dans la souffrance avec la perte des 2 premiers. Parce qu'on ne fait que constater, là, à chaque fois. Hein. On va appeler Maëlys qui voulait nous rejoindre et qui, d'ailleurs, est un petit peu sur la même ligne que vous. Vous parliez de l'adoption il y a un instant. Elle est tout à fait d'accord avec vos propos. Maëlys, bonjour. Oh, monsieur, je vous entends avec un fatigue, un brouillard épouvantable. Bon, on va essayer de... Allez-y, on vous entend très bien. Dites-nous. Bienvenue sur Sud Radio. Bon, eh bien, j'ai dit 3 choses, mais je rejoins la dame qui parlait là. C'est évident que quand on a un sentiment maternel, on peut très très bien le reporter sur un enfant adopté. C'est tellement triste, le cas des orphelins. Pourquoi aller faire des choses complexes, aventureuses, dangereuses? Il faut penser aussi quand même que le psychisme d'un enfant, à 3 têtes, c'est du travail pour tous les psychologues à venir, tout ça. C'est complexifier des choses qui peuvent être encore bien plus douloureuses que la recherche pour un enfant de ses vrais parents s'il les a perdus. Oui, vous aviez 2 autres points aussi à voir. J'ai 2 points. Je voudrais savoir techniquement comment ça se fait. C'est-à-dire, il y a un ovule. Alors, on modifie l'ovule, on fait une synthèse de 2 ovules. C'est ça, on retire le gène défectueux de l'ovule de la mère pour le remplacer par le gène sain de l'ovule d'une autre femme. Ah, c'est terrifiant. Bon, et alors après, qui est la mère porteuse? Voilà, la mère, la femme du mari, celle qui avait un gène défectueux dans ses ovules. Et c'est elle qui portera le bébé. Et on est obligé de faire de longues périphrases pour dire qui sera reconnu comme la mère. On fait de longues périphrases. Jusqu'à présent, d'ailleurs, en droit, c'est la mère qui accouche, la femme qui accouche, qui est considérée comme la mère. Mais maintenant, on découpe tout. Donc, il y a la mère donneuse d'ovocytes, la mère porteuse, la mère sociale. Eh bien, pardonnez-moi, je pense, comme disait madame, que les psys les psys vont nous remercier dans les années à venir. Ça va être absolument formidable pour eux. Mais je voudrais juste répondre à votre question. Merci Maëlys. Je voudrais répondre enfin à votre question. Vous me disiez, mais que dit-on à ces parents là tout de suite maintenant? C'est légitime. Eh bien, comme malheureusement à beaucoup de personnes aujourd'hui encore, il y a des maladies, il y a des contextes terribles dans lesquels la médecine n'a pas encore de solution. Donc contentez-vous de ça. Pardonnez-moi, je poursuis. Pardon. Je poursuis. Et en revanche, la médecine peut et doit travailler pour qu'un jour il y ait une solution. Mais je crois, en effet, que la vie
la réalité fait que dans certains cas, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas encore de solution. C'en est une, ça. Mais c'est une mauvaise solution, vous le voyez Oui, mais bien. on le sait pas pour l'instant. On n'a pas le recul nécessaire. Mais au moins, le bébé est en bonne santé pour l'instant. Je crois que c'est Churchill qui disait entre deux mauvaises solutions, donnez-moi la moins pire. Non mais je reviens sur la question de la PMA qui est la solution miracle donnée et proposée à tout le monde, etc. Alors que le sujet est infiniment plus complexe et quelquefois on fait rêver comme ici, on fait rêver les parents alors qu'au bout du compte il reste beaucoup de couples stériles. Il n'y a pas de solution idéale. Même quand elles sont présentées comme telles. Par ailleurs, comme je le disais, la PMA, elle est utilisée pour beaucoup d'autres fins maintenant. Et par exemple, cette technique, figurez-vous qu'elle pourrait servir aussi à toutes les femmes un peu âgées qui pourraient faire sortir le noyau de leur ovocyte, l'insérer dans l'ovocyte énucléé d'une autre femme parce qu'elle n'aurait plus le problème lié à leur âge pour la conception d'un enfant. Donc, en fait, on va pouvoir aussi l'utiliser pour retarder indéfiniment et avoir des enfants très tard. Est-ce souhaitable pour les enfants d'avoir des mères âgées ? De la même manière, vous avez les trouples aussi. Les trouples, c'est le couple à 3. Vous avez en France régulièrement des conférences sur ces sujets du trouble. Après tout, on peut s'aimer à 3 et on pourrait vivre à 3 et on pourrait se marier à 3. Mais là, vous prenez toujours des situations extrêmes. Mais ce ne sont pas, pardonnez-moi, le mariage gay il y a 15 ans, tout le monde disait jamais. Et puis maintenant, ça existait déjà dans plein de pays il y a 15 ans. Ça existait en Californie, ça existait en Espagne, ça existait aux Pays-Bas, ça existait dans plein de pays. Alors, c'est sûr que ça n'existait pas en Arabie Saoudite. Là, c'est clair parce que là-bas, on prend les homosexuels. Ça existait dans quelques États. Ça existait dans quelques États. On n'est plus dans le sujet là. Quand vous me dites, mais ça existait déjà dans plein de pays il y a 15 ans. Quand vous me dites, c'est très lointain, c'est pour dans très longtemps, mais excusez-moi, il y a déjà tous les jours, allez regarder sur Internet, des conférences en France sur les revendications et les droits des trouples et les droits qu'ils souhaitent obtenir et avoir. Vous avez eu au Brésil. Vous venez de m'apprendre le mot, je le connaissais même pas, le trouble. Eh ben, quand on travaille un peu sur ces sujets-là, on s'aperçoit que ça avance. Au Brésil, il y a eu un mariage à 3 tout à fait légal, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, vous aurez aussi le droit à l'enfant pour les trouples et qui auront recours à des techniques de ce type-là. Mais vous n'avez pas répondu. Il faut marquer une pause. Par contre, vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure, c'est que à défaut de ne pas faire ces expérimentations, puisque vous parlez de cobayes, qu'est-ce que l'on propose comme alternative à ses parents, hormis le fait de parler d'adoption ou d'autre chose? Quelle est l'alternative? Alors, aujourd'hui, pour eux-mêmes, pour avoir un enfant biologique sain, le fait est qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et vous savez, quand on dit la vérité, ça permet de l'accepter et d'avancer. Et par ailleurs, l'adoption répond à des besoins, à des désirs d'enfants et répare des vies d'enfants qui ont perdu leurs parents depuis déjà des siècles, depuis longtemps. On connaît bien et l'adoption peut parfois répondre à ce désir de donner et d'aimer un enfant. On va continuer à en parler. J'ajoute, pardonnez-moi, qu'il y a en effet, oui, des limites. Je l'assume. On continue à en parler donc de ce fameux bébé, ce petit garçon qui est né avec un papa et 2 mamans. Vous le dites, Philippe, c'est super et visiblement, et la tendance est un peu à l'opposé de ce que l'on peut défendre sur Sud Radio ce matin et va plutôt dans votre sens puisque 70% de ceux et celles qui votent sont contre cette idée, ne sont pas d'accord en tout cas avec les arguments que nous avons avancés jusqu'à présent. On retrouve nos invités dans une seconde. 0826 300 300 sudradio.fr, dernière partie de ce Seul contre tous. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Sudradio.fr 0826 300 300. Je suis assez étonné du sondage dont on a parlé. 70% sont contre cette histoire de petit garçon qui est né, qu'on appelle d'ailleurs sur Sudradio.fr un cobaye, ni plus ni moins. Il n'y a même pas l'histoire de petit garçon ou pas. Je suis assez étonné de cette tendance. Je pensais que beaucoup se seraient réjouis d'avoir des parents heureux et un petit garçon en bonne santé. Oui, et puis on s'intéresse au cas particulier et comme toujours on oublie l'intérêt général et l'avenir. On va faire pareil Blanche Trèbe justement. Blanche Trèbe, je vais vous poser une question. Vous avez parlé du Royaume-Uni. Alors, la technique qui a été utilisée au Mexique, parce qu'elle est interdite aux États-Unis, mais le médecin est un médecin américain, le docteur Zhang, elle est aux États-Unis, on va faire différent. L'ovocyte de la mère et celui de la donneuse seront fécondés par des spermatozoïdes du père, puis énucléés, c'est-à-dire qu'on retirera le noyau, avant qu'il ne se divise pour donner un embryo. Le noyau de la donneuse sera alors éliminé et remplacé par celui de la mère pour former l'embryon. Là, il n'y a plus de problème de filiation, Blanche Trèbe. En fait, les techniques... Parce que là, il n'y a plus que les patrimoines génétiques de la mère. Non, en fait, les 2 techniques que vous décrivez, elles aboutissent au même résultat. Simplement, le moment... mais c'est pas les mêmes techniques. Mais en fait, ça aboutit au même résultat, c'est-à-dire que le noyau cellulaire, c'est-à-dire là où est concentré
presque totalité du patrimoine génétique de la mère biologique est retirée soit de l'ovule de la mère, soit de l'ovule de la mère déjà fécondé dans l'ovocyte de la donneuse. En fait, ça aboutit à la même chose, c'est-à-dire que de toute façon, on a un embryon avec un triple patrimoine génétique, c'est-à-dire celui du spermatozoïde, celui du noyau de la mère biologique et le 1% d'ADN des mitochondries de la donneuse. Ça aboutit au même résultat, à la même mosaïque, si vous voulez, au même embryon transgénique. Mais moi, ce que je trouve vraiment important de préciser quand même, et c'est, je pense, ce que les Français qui nous écoutent et qui votent ont pressenti, c'est que, en fait, par cette technique, on ne guérit personne. Il faut bien comprendre qu'on a guéri personne. On a fabriqué quelqu'un de toutes pièces. Et on peut se questionner de mettre autant d'argent dans une pathologie telle que celle-là, aussi grave soit-elle, aussi dramatique soit-elle, mais aussi rarissime soit-elle, quand on sait qu'aujourd'hui, un enfant meurt chaque minute du paludisme, un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde, et dans la Silicon Valley, les entreprises, notamment celle qui s'appelle 23andMe, une filiale de Google, investit des millions de dollars dans un travail qui consiste à mettre au point des techniques de séquençage d'embryons, des techniques d'amélioration. Ils déposent des brevets qui sont absolument inquiétants. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est tenu un petit peu à applaudir ce qui s'est fait dans le secret le plus total? Mais si demain, on nous présente un bébé cloné qui va bien, si demain, on nous présente une chimère, c'est-à-dire ce qui se trafique un peu en Angleterre comme test, un embryon humain fabriqué à partir d'un ovule animal, est-ce qu'on sera tenu d'applaudir si l'enfant va bien, même s'il y a cette épée de Damoclès sur sa tête? Moi, je trouve qu'on est un peu pris quand même à partie, on est pris à défaut. Cette arme compassionnelle nous empêche de réfléchir. Et j'ajouterais quelque chose qui va, j'espère, vous intéresser, Philippe David. Mais bien sûr. Il y a on parlait des revendications de troubles, etc. C'est une vraie question. Parce je ne savais savais même pas que ça existait, les troubles, il y a 10 minutes. Moi, je le savais. Et il y a aussi une énorme brèche actuellement de travail dans toute cette dynamique un peu transhumaniste qui veut mettre le doigt sur la vie, qui veut venir fabriquer de toutes pièces un être humain. C'est prométhéen, de tout temps ça a existé. Eh bien, aujourd'hui, il y a une technique qui est à l'essai. C'est à l'aide de ce qu'on appelle IPS. C'est une technique qui permet en fait, c'est une technique qui permet de reprogrammer une cellule adulte, par exemple une cellule de peau, en une cellule totipotente, une cellule capable de devenir n'importe quelle cellule. Je m'explique, c'est peut-être pas très clair. D'accord, c'est-à-dire une cellule de peau peut devenir une cellule d'œil, par exemple. Oui, c'est à peu près ça. En tout cas, il est mis, en ce moment, on a fait une publication sur notre site Alliance Vita sur ce sujet, des tests qui sont faits pour reprogrammer une cellule de peau en gamètes. C'est-à-dire que si cela est mis au point... Les gamètes, c'est spermatozoïdes ovules, si je ne m'abuse, voilà, c'est ça? exactement. Si cela est mis au point, on pourrait imaginer, c'est ce qu'essayent de faire les scientifiques. Cours de biologie. C'est ça. Ce qu'on peut imaginer avec ces techniques, ce qu'ils essaient, ce que ces scientifiques, apprentis sorciers essayent de faire, c'est de faire en sorte qu'une cellule adulte puisse redevenir un gamète. Et donc, on peut voir derrière cela la possibilité de fabriquer un embryon à partir d'un gamète et d'un ovule et d'un spermatozoïde qui aura été fabriqué à partir de l'ADN d'un seul adulte, par exemple, ou de 2 adultes de même sexe. Et vraiment, cela pose des questions éthiques majeures, parce que je voudrais quand même rappeler quelque chose d'important. On a parlé d'écologie, de nature, voilà. Il faut savoir que dans le phénomène de fécondation naturelle, il y a une sélection naturelle qui se met en œuvre. Un spermatozoïde, vous allez trouver ça amusant, j'espère, quand on est dans un cadre de fécondation naturelle, le parcours qu'il réalise lorsque le sperme est déposé dans le vagin pour aller rejoindre l'ovule, ce parcours du spermatozoïde... C'est un véritable parcours du combattant. Eh ben ça représenterait pour nous la distance de la Terre à la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme de sélection naturelle qui est extrêmement importante, même si on le sait, c'est un parallèle. Il y a aussi ce phénomène aussi qui nous échappe plus, mais de pourquoi on se met en couple avec tel homme ou telle femme, pourquoi on est attiré. Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là qui va influer après sur la procréation aussi, voilà ce que j'appellerais un petit peu la sélection naturelle. Et bien là, tout est balayé. On va faire de manière assez totalitaire des embryons en bricolant des génomes d'une personne adulte. Enfin, c'est vraiment vertigineux en fait. C'est vertigineux ce qui se prépare. Je vais vous poser une question à toutes les deux.
Je vais vous prendre un exemple, on va commencer par Ludovine de la Rochère. Vous avez un embryon dans lequel on se rend compte qu'il est porteur, par exemple, du gène de la mucoviscidose ou de toute autre maladie génétique. On peut, médicalement, arriver à corriger cet embryon pour qu'il naisse sain. Est-ce que vous, plutôt que de laisser naître quelqu'un qui va vivre 20, 25, 30 ans, voire moins, ce serait pas, et donc qui va mettre des parents en deuil si les parents vivent jusque-là. Et une souffrance. Est-ce que ça vous pose pas, vous trouvez pas ça génial si on peut éviter d'avoir ce type de maladie après la naissance de cet embryon? Bien sûr, moi je suis pas du tout sûre que ce soit possible de faire cette thérapie, on appellerait ça une thérapie embryonnaire. Avec les progrès de la médine, pourquoi pas? Oui, mais vous savez, comme je le disais au tout début, quand on corrige, c'est la même chose avec CRISPR-Cas9 et ce qui aujourd'hui se discute. Si on va corriger un gène, enlever un gène dans un embryon, eh bien, on ne sait pas ce que ça donne. C'est-à-dire que ce gène qu'on enlève, peut-être qu'il protégeait d'une autre maladie. Et ça, on ne le sait pas. Et le génome, de toute manière, de cet enfant ainsi réparé ou bricolé, sera unique. On ne saura que en test grandeur nature, c'est sa vie à cet enfant qui nous donnera la réponse si on a bien fait ou pas. Je trouve que c'est faire peser sur lui quelque chose de profondément injuste et dangereux. C'est incroyable ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites, c'est faire peser sur ses épaules, sur sa vie, sur sa tête, des conséquences qu'on n'arrive pas à savoir à l'avenir, mais par contre, vous êtes prête à accepter le fait que cet enfant souffre et meurt très rapidement. C'est incroyable. Oui, mais vous posez la question, vous posez une question très intéressante, puisque c'est, je pense, qui est le plus objecté. Et même j'ai eu cette discussion-là, et mon délégué général Tuc Duhalderville a eu cette discussion-là aussi par Twitter avec notre ami Laurent Alexandre, spécialiste du transhumanisme. Une discussion en 140 caractères, c'est quoi, hein? Ouais, mais en message privé, on peut s'en dire des choses, vous savez. En fait, là, on est devant un piège. Le choix que vous proposez là est un piège. C'est ce qu'on appelle un choix truqué en dialectique. On ne guérit personne. On fabrique quelqu'un. C'est là tout. Je pense le nœud à bien comprendre. Je vous pose la question, si on peut guérir quelqu'un. Alors, Ludovine de la Rochère, on arrive à extraire de cet embryon le gène de la mucoviscidose, par exemple, pour lui mettre un gène sain. Moi, ça vous pose problème, vous, ou pas? Je pense que on prend une théorie qui à ce jour n'existe pas. Mais avec les progrès de la technique, c'est très probable. Quand on voit qu'on arrive à faire maintenant. Si un jour on pouvait retirer sans rien toucher, sans aucune conséquence, etc., ce qui apporte la maladie, bien sûr, ce serait formidable. Mais pour le moment, ça n'est que théorique. Aujourd'hui, on en est absolument incapable. Il faut essayer. Là, on est au pré, parce que on retire le gène défectueux d'un ovule pour rien du tout. Là, on a carrément sorti le noyau de l'ovocyte en question et qu'on a remis dans un autre ovocyte énucléé. Alors là, pardonnez-moi, on a changé, on peut dire, à peu près l'intégralité du patrimoine génétique de l'enfant. Pourquoi ? Ah non, pas l'intégralité. Si, parce que vous savez déjà les 50% du père qui sont intacts. Mais vous savez très bien que les gènes sont interdépendants les uns des autres, que l'environnement dans lequel ils sont les uns avec les autres compte énormément, et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement. Je vais vous donner un exemple. Une mère porteuse qui porte un enfant issu d'un don d'ovocytes et puis donc de sperme, cette mère porteuse, elle apporte aussi une certaine influence génétique par ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous savez, tout ça est infiniment plus complexe que ce qu'on veut bien nous en dire. Malheureusement, souvent, les scientifiques, parce que bien sûr c'est extrêmement complexe, et n'oublions pas que chaque élément, mais chaque micro-élément a un rôle à jouer, joue un rôle. Je vais vous dire, il y a quelques années, on pensait que l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui constitue les chromosomes, cours de biolo, hein. Absolument, avait un rôle, mais on pensait que l'ARN, l'acide ribonucléique, voilà, qui est le complément de l'ADN, on pensait il y a quelques années qu'il n'avait aucun rôle. Évidemment, on a découvert depuis qu'il a un rôle absolument majeur. Autrement dit, on rentre là dans un système qu'on connaît encore très mal, comme disait Blanche Streb tout à l'heure, qu'on connaît encore extrêmement mal, et on bricole, on joue aux apprentis sorciers. Sur le papier, ce que vous dites intellectuellement, moi, je ne serais pas comme ça là opposé, mais on en est très
très très loin. Aujourd'hui, et je on pense joue aux qu'il faut apprentis éviter sorciers. il faut éviter, je pense, de confondre la thérapie génique et l'embryon transgénique. Et nous, avec notre campagne Stop Bébé OGM, c'est notre baseline. On dit oui au progrès thérapeutique, mais non à l'embryon transgénique. Il y a une frontière, je pense, à bien déceler, à bien comprendre. Et le progrès thérapeutique, c'est quoi? C'est surtout faire quelque chose qui améliore la qualité de vie, qui ne soit pas de l'ordre de la transgression majeure, parce qu'on a oublié de dire quelque chose d'important aussi, c'est que ces modifications génétiques, elles seront transmissibles de génération en génération. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a fait naître un garçon et pas une fille. Dans ce cas-là, les embryons féminins ont été éliminés. Et là, on est à l'aube d'un basculement. Parce qu'ils sont porteurs de la maladie. Oui, et puis une femme, en fait, une petite fille pourrait transmettre la modification qu'on lui a imposée aux générations suivantes. Il faut terminer, excusez-moi, et voilà, c'est l'aube d'un changement majeur sur lequel la prise de conscience est vraiment importante. Donc oui au progrès. Mais la question, c'est le meilleur des mondes. Voulons-nous du meilleur des mondes ou pas? C'est la question qui nous est posée. En tout cas, c'était le meilleur des débats. Un papa, deux mamans, c'est super. C'était la prise de position de Philippe David. 78% sont contre votre prise de position.